Salut, bienvenue à la 19e partie. Nous avons parlé de la société de partage qui se développe au cœur de toutes les sociétés des descendants d'Homo ergaster, puis des Néandertals vivant en Europe qui développent les techniques les plus avancées de leur époque. À la fin du Paléolithique moyen, les choses ont bien changé depuis le début de l'âge de pierre, et les populations d'hommes anciens n'ont plus rien à voir avec les hommes modernes qui évoluent maintenant. Passons maintenant au langage émotif. Les Néandertals étaient capables d'exprimer leurs émotions, d'effectuer des mouvements précis et gracieux, et ont hérité du système de communication holistique de leurs ancêtres, qu'ils accompagnaient de gestes et d'expressions faciales servant à manipuler les émotions et les comportements des autres. Par contre, même si cette façon de communiquer est adéquate pour coordonner la chasse, elle entraîne un conservatisme de pensée et de comportement qui retarde l'apparition du vrai langage. On dit parfois que la possibilité de nommer les choses avec des mots procure la capacité de mentir intentionnellement. Donc, mentir convenablement semble être le seul propre de l'homme. Nous pouvons imaginer les hommes du Paléolithique moyen vivant en groupe autour de leur camp de base, pendant que des sous-groupes partent en expédition à la recherche de plantes et de petits gibiers. La découverte occasionnelle d'une carcasse pouvant nourrir tout le monde devait susciter beaucoup de joie et de soulagement collectif. Leur élocution, accompagnée de gestes pour dire « coupe ici », devait probablement varier selon qu'il fallait se dépêcher ou que l'ambiance était plus détendue. À cette époque, la musique était un package multimédia, où le langage corporel, les gestes et les expressions faciales, autant que la voix, induisent un état émotif. Même aujourd'hui, nous pouvons considérer la musique comme une forme de langage universel. Si l'on demande à des gens aux quatre coins du monde de qualifier deux pièces musicales de joyeuses ou de tristes, disons la 40e symphonie de Mozart, ou la sonate à la lune de Beethoven, la plupart qualifient la première de joyeuse et la seconde de triste. Le cerveau de tous les humains peut faire la différence entre un bruit chaotique et un chant harmonieux, entre les sons aigus et les sons graves, entre les rythmes lents ou rapides. À quel moment le côté mélodieux de la parole prit-il un peu plus d'importance pour exprimer les émotions? Il ne s'agit probablement pas d'un bond évolutif, mais plutôt d'une lente évolution vers une meilleure reconnaissance des caractéristiques des sons qui remontent à quelques millions d'années. D'un point de vue individuel, cet apprentissage commence nécessairement dès la plus tendre enfance. Aujourd'hui, un bébé humain ne peut pas s'exprimer avec des mots d'adulte avant plusieurs mois, mais grâce au côté mélodieux de la voix, il peut comprendre l'émotion d'un message dès la naissance. Si l'on observe les hommes et les femmes partout dans le monde, tous adoptent instinctivement un langage chanté pour parler à un bébé de moins de 3 ans. Donc, entre les hommes, les femmes et les enfants, ce sont les hommes qui sont les moins mélodieux avec les bébés. Et l'expérience d'avoir élevé 10 enfants n'a rien à voir. Les nouvelles mamans et même les enfants rendus à l'âge de parler avec des mots d'adultes chantent en parlant au bébé. Bien entendu, nous nous adaptons à l'âge de l'enfant. Avec les nouveau-nés, les adultes se permettent d'utiliser des mots trop compliqués, sachant très bien qu'ils ne comprennent pas le sens, et mettent l'emphase sur l'émotion. Allô? Nous exagérons les notes graves et les aigus. Allô, le beau bébé? Nous prolongeons les pauses et les voyelles. Mais oui! Et nos phrases sont courtes et répétitives. Mais oui! Lorsqu'ils commencent à comprendre des mots, nous marquons les débuts et les fins des phrases et nous mettons progressivement plus d'emphase sur l'intention. Par exemple, non, maman ne veut pas. Non. Alors, ce langage adapté au bébé, ou IDS pour Infant Directed Speech, s'étend aussi à notre façon de parler aux animaux. Donc, à part pour la prolongation des voyelles qui sert à apprendre à parler au bébé. Donc, si nous parlons à un chien, nous disons « Allô le beau chien-chien! Allô le beau chien-chien! » Donc, nous ne prolongeons plus les voyelles, mais nous mettons quand même une emphase sur l'émotion. Dès la naissance, nous pouvons voir que les bébés réagissent aux stimuli auditifs, ouvrant les yeux en entendant un son doux et les refermant quand ils entendent un bruit fort. Des études récentes ont démontré qu'avec un langage musical, les bébés sont plus attentifs et plus calmes. Ils comprennent l'émotion de base, donc la joie ou la colère, indépendamment de la langue entendue.
Ils sont plus susceptibles d'essayer de communiquer en retour. Lorsqu'on parle au bébé sur un ton neutre, ils réagissent beaucoup moins. Alors, remarquez que si les bébés réagissent très positivement à ce langage adapté pour eux, la réaction d'un adulte ou d'une personne âgée à qui l'on parle ainsi est plutôt négative. Lorsqu'ils communiquent, les bébés adaptent instinctivement l'amplitude et le rythme de leur son selon qu'ils gazouillent paisiblement, qu'ils ont faim ou qu'ils sont tristes. Le langage holistique, incluant les expressions faciales, le langage corporel et sa charge émotive, permet d'induire un état émotif. Lorsqu'on chantonne doucement une berceuse à un bébé, la voix est douce, lente, et les sons passent souvent des sons aigus aux sons plus graves. Au fil des générations, les relations mère-enfant qui fonctionnent le mieux sont celles où la mère communique bien les sons, les rythmes et les répétitions, et où l'enfant est plus réceptif aux messages. La plupart des bébés n'aiment pas être abandonnés lorsqu'on les dépose. Leur réflexe de serrer les poings en pleurant vient de l'instinct de s'agripper au poil de la mère. Et les mères réagissent généralement en tentant de réconforter leur bébé. En restant dans le champ de vision du bébé, tout en faisant des gestes et des sons rassurants, les mères peuvent calmer leurs enfants. Chut. Les sons que nous émettons pour parler d'une chose sont souvent accompagnés d'expressions faciales pour mieux illustrer la texture, l'odeur et l'émotion qui vient avec, comme Burk qui invoque le sentiment de vomir, ou comme la mère qui veut encourager son enfant à manger en imitant les mouvements de la bouche qui aime manger. Miam, 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 miam. Il en était probablement ainsi pour de nombreuses élocutions, dont certaines sont transmises d'une génération à l'autre. En parallèle, le mode de vie des populations préhistoriques devient progressivement plus complexe et tend vers une société de partage, ce qui semble aller à l'encontre du principe selon lequel chaque individu doit surveiller ses propres intérêts pour assurer sa survie. Malgré certains risques, la coopération augmente les chances de se défendre contre les prédateurs, de trouver de la nourriture, de chasser, de mieux s'occuper des enfants, des malades, des vieux, et ainsi de suite. Il faut donc faire confiance aux autres membres du groupe. En retour, ils doivent aussi avoir confiance en nous. À quoi ressemblaient leurs interactions? Comment coopéraient-ils? Une plus grande conscience de ce que l'autre pense devient un avantage pour se faire comprendre, mais aussi pour éviter de se faire exploiter. Pour bien adhérer au groupe et partager sa nourriture en espérant qu'un jour, cette personne nous rendra la faveur, il faut pouvoir anticiper les comportements des autres, penser à ce qu'il pense de nous, à ce qu'il pense que nous pensons de lui, à ce que nous pensons qu'il pense que nous pensons de lui, et ainsi de suite. Le dilemme du prisonnier nous procure un bon exemple de dynamique de coopération. En oubliant un instant l'obligation morale d'obéir à la police, imaginons deux complices qui se font arrêter pour un crime et se font interroger séparément. Si l'un avoue le crime, mais que l'autre non, ils se feront condamner à 1 et 10 ans de prison respectivement. Si ni l'un ni l'autre ne parle à la police, ils n'obtiendront que 2 ans de prison chacun. Donc, en l'absence de témoignage, la police ne peut les mettre en prison que pour 2 ans. Mais si les deux s'incriminent mutuellement, ils passeront chacun 7 ans en prison. Que faire si l'on est l'une des deux personnes interrogées? Doit-on faire confiance à son complice? Si vous lui restez fidèle la première fois et qu'il vous trahit, devriez-vous lui faire confiance la fois suivante? Individuellement, nous adoptons tous diverses stratégies. En passant, une compétition entre différentes stratégies par simulation informatique a dévoilé que la stratégie la plus simple et la plus efficace à long terme est le tit for tat. La stratégie consiste à faire systématiquement confiance aux autres la première fois. La fois suivante, on reproduit bêtement le choix précédent de son complice. S'il n'a pas coopéré avec nous la première fois, la fois suivante, nous ne coopérons pas avec lui. Les chances qu'un individu coopère avec nous spontanément dépendent de son état d'esprit. Et en perdant leur poil, ils ne pouvaient plus passer du temps à se toiletter comme les singes. Comment entretenaient-ils la cohésion du groupe? Possiblement en participant à des activités collectives, comme par exemple le chant, la musique ou la danse, tous au sens large bien sûr, c'est-à-dire là où la coopération est facile. Par ces gestes totalement gratuits, ils ne risquent aucune conséquence grave. Le simple fait de marcher en groupe pendant de longues heures, comme le font aujourd'hui les soldats qui s'entraînent, procure un sentiment de bien-être et d'harmonie avec les autres. Or, les gens de bonne humeur ont plus souvent tendance à coopérer ensemble. L'activité ne transmet pas de message, mais fait disparaître les barrières entre les individus.
comme s'ils partageaient quelque chose de commun. Nous pouvons aussi chanter ou faire de la musique en marchant, en travaillant ou simplement pour le plaisir, et comme pour la marche, la musique permet de synchroniser les individus. Au lieu d'exprimer un sentiment d'unité, elle le crée. L'activité physique fait relâcher les endorphines dans le cerveau et le sentiment de plaisir se traduit généralement par une plus grande disposition à aider les autres. Chanter, danser et faire de la musique en groupe procure un sentiment de plaisir. En agissant ainsi avec les autres individus, nous tissons des liens de confiance. Dans la nature, la synchronisation entre les individus est liée à la reproduction, comme par exemple la lumière des mouches à feu ou le croassement des grenouilles, puisque l'ensemble synchronisé est plus impressionnant que la somme des individus éparpillés, et elle permet d'accentuer son effet. Elle démontre aussi la capacité à coopérer avec les autres. Les singes, dont la coopération est limitée, ne savent pas garder le rythme, et nous croyons actuellement que les Homo habilis ne pouvaient guère faire mieux. À l'époque des hommes de Néandertal, certains facteurs, comme une plus grande capacité cérébrale et, possiblement, une ouïe parfaite, ont pu favoriser une sorte de proto-langage holistique mélodieux. Donc, en plus d'enterrer leur mort, certains fossiles Néandertal montrent des blessures graves qui ont eu le temps de guérir. Chose impensable sans un minimum d'entraide. Ces petites communautés préhistoriques de la fin du Paléolithique étaient composées d'hommes sensibles, capables de compassion et de coopération. Un nouveau sentiment est né, celui que nous appelons l'humanisme. Voici donc le Paléolithique supérieur de 120 000 à 9 600 ans avant notre ère et l'émergence, enfin, de notre propre espèce. Ici commence le Paléolithique supérieur, soit la fin de l'âge de pierre ancien. Étant donné les nombreux changements qu'apporteront les hommes modernes, les auteurs qualifient souvent cette période de révolution. Notre portrait de l'évolution des espèces est loin d'être complet, et nous ne savons pas quelles espèces engendrent les suivantes. Puis, au début d'un interglaciaire qui commence autour de 120 000 ans, donc dès que nos ancêtres Homo sapiens émergent du lot, la scène change dramatiquement et notre récit s'accélère. Nous avons dû attendre 3 millions d'années pour qu'un grand singe apprenne à marcher debout et à faire des outils de pierre, donc des australopithèques. Par la suite, la partie dite ancienne de l'âge de pierre dure près d'un autre 3 millions d'années, pour se terminer à la fin de la dernière ère glaciaire, vers l'an moins 9600. Les Homo sapiens ont hérité de cette même culture de l'âge de pierre, donc les premiers changements qu'ils apportent sont encore nécessairement progressifs. Et rien ne semble vraiment changer pendant près de 60 000 ans. Cela dit, ces hommes vont rapidement s'imposer partout, sans que les populations ne se mêlent ni s'entretuent. Au Proche-Orient, ils coexistent même avec les Néandertals jusqu'autour de moins 40 000. En passant, la longue coexistence entre Néandertals et Homo sapiens semble exclure l'hypothèse de la transmission de virus. Si l'on calque l'évolution des hommes modernes sur une vie humaine de 100 ans, nous avons coexisté avec les Néandertals jusqu'à l'âge de 79 ans. Pendant le Paléolithique moyen, les outils ont eu tendance à se miniaturiser partout, les plus perfectionnistes étant les Néandertals. Au-delà de la fameuse ligne de Movius, nous ne retrouvons toujours que les outils de l'Oldowayen. Puis, vers 120 000 ans, l'interglaciaire permet aux Néandertals de se répandre au nord jusqu'en Sibérie. D'autres populations néandertales arrivent au Proche-Orient et seront coupées des populations européennes lorsque débutera l'ère glaciaire suivante. Les Néandertals étaient-ils devenus trop dépendants de la mégafaune? Les meilleurs chasseurs de leur époque ne pouvaient survivre sans gibier, ce qui expliquerait leur dispersion à l'interglaciaire, donc lorsque les troupeaux se réfugient dans les steppes du Nord. Sans un nombre viable de natalité pour compenser les mortalités, leur population diminue peu à peu jusqu'au début de la dernière ère glaciaire. La disparition de la mégafaune annoncera la fin des Néandertals, qui, sans langage, n'ont pu résoudre les nouveaux problèmes auxquels ils étaient confrontés, étant totalement incapables d'expliquer quelque chose à un autre si ce dernier n'avait rien vu. Est-ce possible que les Néandertals, donc du Proche-Orient ou même d'Afrique, aient engendré les Homo sapiens? Nos origines, même à ce stade-ci, sont encore chaudement débattues. À part un seul fossile d'enfant, ayant à la fois des traits de Néandertal et d'Homo sapiens, nous n'avons aucun autre fossile d'hybride ou de transition entre notre espèce et la leur. La génétique semble vouloir clore le débat en indiquant que nous sommes bien deux lignées distinctes,
tandis que d'autres études génétiques croient avoir trouvé des séquences d'ADN de Néandertal chez certaines populations européennes. Pour toutes les autres populations anciennes d'Afrique et d'Asie, le mystère persiste. Pas d'hybride, aucune trace de violence, la violence entre les hommes est extrêmement rare jusqu'à la fin de la dernière ère glaciaire, et le scénario d'une maladie mortelle transmissible par l'homme reste impossible à prouver, puisque les virus ne laissent aucune trace. Dans le cas des Néandertals, la longue coexistence des deux espèces semble contredire l'hypothèse de la maladie. D'où viennent les premiers hommes modernes? Les traces au nord de l'Afrique et en Europe appartiennent à la culture moustérienne des Néandertals, et nos fossiles du Proche-Orient ou de l'Afrique du Sud ne sont pas assez vieux, donc 100 000 ans au plus. Dans la course au premier Homo sapiens, nous retrouvons le crâne de Ngaloba en Tanzanie, donc en Afrique de l'Est, dont la date audacieuse tourne autour de 150 000 ans, et quelques fossiles asiatiques moins convaincants dateraient d'environ 125 000 ans. En passant, l'un d'entre eux semblerait être en transition entre les Homo erectus et les Homo sapiens, mais son statut d'hybride est encore contesté. Puisque les densités de population en Afrique, en Asie et en Europe sont encore faibles, il n'est pas impossible que nos ancêtres aient été des compétiteurs imbattables avec leurs nouveaux outils et leurs nouvelles coutumes. À cause de l'usage plus fréquent des foyers au cours du Paléolithique moyen, plusieurs aimeraient croire que les Néandertals pouvaient faire du feu, sauf qu'une telle affirmation, sans preuve, reste hautement conjecturale. À quel moment l'humanité parvient-elle à faire du feu? Avec cette connaissance, le feu n'est plus une simple opportunité. Elle procure un avantage inégalé jusque-là. Pouvoir faire du feu à volonté est possiblement la découverte la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Et il est possible qu'Homo sapiens soit le premier, voire le seul à avoir réussi. Leur mode de vie est une véritable révolution qui remplace les traces du passé tout au long de l'interglaciaire entre 115 000 et 75 000 ans. Après, il ne restera plus que les Homo floresiensis, complètement isolés dans les îles du sud-est asiatique, et quelques populations d'Homo erectus au nord de l'Asie. Et bien sûr, les derniers Néandertals européens. Partout ailleurs, il n'y a plus que des hommes modernes. Les diverses formes d'hommes anciens d'Afrique et d'Asie évoluaient tranquillement depuis près d'1 million d'années. Ils étaient dynamiques, créatifs et d'excellents chasseurs-cueilleurs, sauf que leurs nouveaux compétiteurs sont des Homo sapiens, soit l'espèce humaine actuelle. Autrement dit, c'est vous et moi. Nous pourrions interchanger quelqu'un de notre époque avec la leur, et la seule différence visible serait le style vestimentaire. Bien sûr, leurs connaissances sont encore à l'âge de pierre, mais ils ont les mêmes capacités cognitives que nous. Leur crâne, comme le nôtre, est plus rond, leur front est plus avancé, et ils ont un menton. La taille des femelles rejoint presque celle des mâles, et le cerveau atteint 1450 cm3 en moyenne. En passant, ces deux derniers critères ne sont pas les meilleurs indicateurs pour identifier un homme moderne, puisque les autres espèces contemporaines atteignent des proportions similaires et que ces mesures peuvent varier beaucoup d'un individu à l'autre. Par exemple, le cerveau humain peut varier entre 1000 et 2000 cm3. Tous les gènes de cette espèce évoluent ensemble vers la sous-espèce Homo sapiens sapiens, quoique certains paléontologues disent maintenant que cette distinction supplémentaire n'est pas nécessaire. Nous serions des Homo sapiens tout simplement. Tous ces hommes partagent relativement le même bagage initial, à la fois génétiquement et culturellement, avec plus ou moins la même capacité mentale pour l'abstrait. Rapidement, le mode de vie des premiers Homo sapiens devient plus structuré et mieux organisé. Leur pensée est plus complexe, ils inventent de nouveaux outils, ont des réseaux d'échange plus vastes, leurs habitats sont mieux construits, ils font des vêtements complexes à l'aide d'aiguilles à chat, ils sont d'excellents chasseurs, ils enterrent leurs morts, et ainsi de suite. Alors en passant, les Néandertals sont les premiers à enterrer leurs morts, mais la pratique des Homo sapiens est plus élaborée. Les premières offrandes connues apparaissent vers 80 000 ans. En bref, ils sont plus efficaces et leur prélangage atteint sans aucun doute un nouveau stade de complexité. À partir d'un noyau de quelques milliers d'individus, ils auraient remplacé toutes les populations précédentes, et cela en quelques millénaires seulement. Alors maintenant que nous avons affaire à notre propre espèce, avons-nous enfin affaire à des êtres parlant un langage articulé? La réponse, bien sûr, est qu'ils en étaient capables, mais
qu'il faut encore garder notre réticence à qualifier leurs paroles de langage complexe. Sans avoir de véritables preuves, il semble évident que le langage n'est pas une conséquence d'un gène particulier, comme par exemple le FOXP2, et que les changements permettant l'usage de la parole, comme le larynx qui descend plus bas dans la gorge, donc ces changements ne se sont pas produits spécifiquement dans le but précis de nous permettre de parler. L'homme s'est simplement servi des capacités qu'il avait déjà à ce moment-là pour construire les sons de son langage. Les recherches sérieuses sur l'évolution de la communication humaine n'ont commencé qu'au 19e siècle de notre ère, tentant même de trouver des racines communes aux langues actuelles pour isoler une sorte de proto-langue mère, qui serait précurseur à l'indo-européen. Mais l'écart entre nos langues actuelles et nos premiers ancêtres Homo sapiens est si considérable qu'ils durent abandonner leurs efforts. À titre d'exemple, environ 96 % des langues existantes aujourd'hui sont parlées par 4 % de la population mondiale. Inversement, 96 % des gens sur la Terre ne parlent actuellement que 4 % des langues encore vivantes. Où, quand, comment, nous ne le savons pas. Il ne nous reste que la logique pour imaginer l'apparition du langage. Intimement liées au concept d'identité, de culture et d'échange, les langues sont en continuelle évolution et non pas de début. Nous avons vu qu'avant de parler comme nous, nos ancêtres durent nécessairement communiquer de mieux en mieux. Une technique de taille est sans doute plus facile à apprendre par imitation que par explication. Mais pour coordonner la chasse, pour s'occuper des enfants ou pour transmettre des connaissances difficiles à imiter, comme les propriétés de telle ou telle plante, leur mode de vie encourage sans doute un usage plus fréquent de noms et de verbes, donc au sens large. Est-ce possible qu'il n'y ait jamais eu de proto-langue commune? Que la réalité était tout autre? Très certainement. Il est même peu probable qu'à partir de leur radiation sur tous les anciens continents, les nouveautés dans la façon de communiquer soient apparues partout en même temps. Par contre, la pression de garder contact et de pouvoir se comprendre, pour des petites populations de l'ère glaciaire, aurait eu tendance à imposer une sorte de lingua franca, donc contenant des mots empruntés partout et pouvant être comprises de tous, comme par exemple le bas latin de l'Antiquité. Vers 70 000 ans, avec les premières longues expéditions marines, donc plus de 100 km de la côte, la construction de l'embarcation, la préparation de la nourriture, le choix de l'équipage et les connaissances de navigation, c'est-à-dire qu'ils ne dérivent plus au hasard du courant, requièrent sans doute un langage plus complexe, comme par exemple des séquences récursives de noms et de verbes. Si l'origine des hommes modernes se situe en Afrique ou au Proche-Orient, ils devaient avoir la peau foncée pour se protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. Remarquons qu'à cette époque, il y a encore très peu d'hommes en Afrique et qu'ils semblent d'abord plus charogner que chasser les gros mammifères. Ces derniers, les gros mammifères, n'ont pas tellement peur des hommes, témoignant probablement de leur longue coexistence avec nos ancêtres. Et ces animaux compensent la chasse de l'homme par un taux de natalité plus élevé. Par contre, les abeilles africaines sont très agressives avec les humains. Alors, pourquoi les hommes voudraient-ils quitter le berceau de l'humanité? Peut-être par nécessité. Parce que les conditions ont bien changé. Même sans faire le lien entre la piqûre d'une mouche tsetse et la fièvre qui s'ensuit, ou comprendre qu'une source d'eau cause la malaria, ils peuvent facilement constater le danger d'occuper certains endroits quand les gens tombent malades dès qu'ils s'y aventurent. Lors des interglaciaires, le retour de la pluie ne fait qu'empirer la situation en multipliant les mouches et les moustiques, qui s'attaquent naturellement aux plus vigoureux, donc ceux qui cherchent la nourriture. Nous avons raison d'avoir peur des maladies. Elles sont souvent contagieuses et certaines infections sont terribles avant de mener à la mort. Avant la découverte des vaccins contre les virus, des antibiotiques contre les bactéries et de simples conditions sanitaires, comme la propreté, les maladies continueront à faire des ravages partout dans le monde. Notre sentiment de crainte presque inné devant une personne malade remonte-t-il à cette époque? De telles conditions en Afrique pourraient expliquer, en partie du moins, pourquoi les quelques populations d'hommes qui sont restées sur ce continent sont demeurées si mobiles et qu'on y trouve la plus grande diversité génétique et linguistique de l'espèce humaine. Sur les autres continents, l'arrivée des hommes coïncide étrangement avec la disparition de la mégafaune. Les animaux d'Amérique et d'Australie n'avaient jamais rencontré l'homme auparavant. Malheureusement pour eux, c'est à cette époque que nos ancêtres se mirent à chasser sérieusement. Vers 60 000 ans, lorsque commence une nouvelle ère glaciaire, la glace s'accumule au pôle et fait baisser le niveau de la mer environ 100 mètres sous son niveau actuel. C'est alors
que l'homme moderne, à bord de petites embarcations, passe par la pointe de l'Extrême-Orient et devient le premier mammifère placentaire à fouler le sol australien. C'est-à-dire là où vivent les marsupiaux et les derniers monotrèmes, donc les ornithorynques. Avant de terminer, parlons des premiers peuplements d'Océanie. Nous avons trouvé très peu de sites archéologiques ou d'objets datant de l'âge de pierre en Océanie. Selon les derniers estimés, les premiers hommes en Australie arrivent vers 60 000 ans, et cela peut être par vagues migratoires plus ou moins rapprochées dans le temps. Et ils vont rester à l'état de chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'arrivée des Européens au 18e siècle de notre ère, ce qu'il ne faut surtout pas interpréter comme une absence d'évolution. Même sans agriculture, leur population atteint le quart de million d'habitants. Ils parlaient plus de 200 dialectes, avaient des vastes réseaux d'échanges et certains groupes parvenaient à vivre dans des environnements radicalement différents d'une saison à l'autre. En passant, certains disent que les mouches et les moustiques, peut-être pour ne pas dépayser personne, sont un fléau constant partout sur le continent australien. À part sa côte est relativement fertile, du nord au sud, tout le reste de l'Australie, 70% de la surface totale, est une région aride. Et 80% de cette région aride est qualifiée de désertique. Autrement dit, l'évaporation excède les précipitations. À certains endroits, il ne tombe que 125 mm de pluie par année. Les vallées, les plaines et même les rivières s'étendent à perte de vue sur des centaines et des centaines de kilomètres. Aujourd'hui, le centre de l'Australie est une des régions les plus pauvres en eau. Sa faune et sa flore font pitié à voir jusqu'à ce qu'arrive la pluie. Aussitôt après la pluie, la vie ressurgit de partout. Mais le reste du temps, les hommes peuvent chasser pendant des heures et des heures pour ne rapporter qu'une souris ou un petit lézard. Grâce à leur mode de vie et de très simples outils, ces chasseurs-cueilleurs vont réussir à survivre jusqu'à nos jours, sans vêtements, ni maison, ni aucune possession. Même si les ressources semblent quasi inexistantes, ils sont opportunistes et savent où trouver de l'eau, des roches, du bois, des animaux et des plantes, pour les graines, les racines et les feuilles, dont ils connaissent intimement les propriétés. Ils s'assurent des bonnes relations de partage entre les divers groupes humains grâce à une coutume de mariage dite cousin-cousin. C'est-à-dire qu'un homme doit marier la fille du frère de la mère de sa mère. En fait, ils sont polygames pour avoir des liens familiaux dans le plus de groupes possible. Alors, nous ne pouvons évidemment pas connaître les pratiques, les cérémonies, ni les rituels des peuples de l'ère glaciaire. Mais aujourd'hui, l'ensemble de leurs coutumes sont essentielles à la survie de ces petits groupes vivant sur de très vastes territoires. Leurs outils ont très peu évolué depuis cette époque, peut-être parce que le meilleur outil dans le désert, c'est le feu. Ils s'en servent pour se réchauffer, pour se protéger contre les prédateurs, pour faire cuire leur nourriture, etc., mais aussi pour en souffler la fumée dans un terrier et faire sortir l'animal qui s'y cache. En brûlant les surfaces couvertes de spinifex, un buisson qui ne procure rien à manger, les aborigènes actuels aident de nouvelles plantes à pousser et ils les exploitent jusqu'à ce que les spinifex se remettent à envahir le terrain. Puis, ils recommencent. Lorsque les premiers hommes arrivent sur le continent australien, il existe encore à peu près 50 espèces de mammifères géants. On y trouve une sorte d'ours marsupial, Megalania, des diprotodons, qui sont de la taille d'un rhinocéros, une sorte de lion marsupial, le Thylacoleo, mais aussi une sorte d'autruche de 100 kg, Geniornis, et aussi des lézards de 7 mètres de long. Le seul survivant est le kangourou rouge, pouvant atteindre 2 mètres de hauteur et peser jusqu'à 90 kg, alors qu'autrefois, certaines espèces de kangourous étaient 2, 3 et même jusqu'à 4 fois plus grosses. Les hommes les ont-ils exterminés? Nous ne connaissons qu'un seul site, à Cody Springs, qui daterait d'environ 30 000 ans, où 2 animaux géants, un diprotodon et un Geniornis, auraient été mangés. Par contre, ils semblent avoir été charognés. Avouons que la disparition subite de tous ces grands animaux coïncide étrangement avec l'arrivée des hommes, surtout si l'on considère qu'ils ont survécu à tous les changements climatiques précédents. Selon les simulations informatiques, une simple augmentation de 5 % des mortalités, causée par la chasse des hommes, pourrait suffire à faire chuter leur nombre. À Cody Springs, nous retrouvons aussi les plus anciennes pierres de meulage. Ces outils, en particulier, seront essentiels pour consommer les graines de cette région aride. Ils seront fabriqués jusqu'à notre époque.
Vers 30 000 ans, on trouvait encore des lacs, plusieurs cours d'eau et de vastes plaines herbeuses un peu partout en Australie. Après quoi, le climat froid et sec de la dernière ère glaciaire assèche les lacs. Même aujourd'hui, dans le désert, il n'y a de l'eau qu'après la pluie. Et il est préférable de rester sur les petites élévations de terrain, c'est-à-dire où les sources d'eau sont plus fiables et soutiennent un certain nombre de plantes et d'animaux à longueur d'année. À Kulpimara, les traces des premières occupations datent d'environ 30 000 ans. À Purijara, les dates sont incertaines, mais certains parlent de 25 000 ans. En résumé, nous avons parlé du langage émotif, donc d'une communication holistique, dont le côté mélodieux permet d'exprimer des émotions. Cette longue évolution vers une plus grande appréciation des sons de la voix, doux, angoissé, joyeux, en colère. Donc elle implique un apprentissage qui commence dès la plus tendre enfance. Et cette évolution semble donner un rôle central aux mères qui doivent transmettre les émotions et des connaissances à leurs bébés. Ce mode de communication, comme celui des premiers hommes, entraîne un conservatisme de pensée et de comportement. Le mode de vie de la préhistoire tend vers une société de partage, donc malgré l'instinct de chacun de surveiller ses propres intérêts. Pour vivre en groupe, il faut faire confiance aux autres. Et inversement, les autres doivent aussi avoir confiance en nous. Il faut à la fois éviter de se faire exploiter, mais aussi pouvoir pardonner aux autres, sinon on se retrouve rapidement isolé des autres sans pouvoir faire confiance à personne. Pour maintenir la cohésion d'un groupe, si les membres ne peuvent plus se toiletter comme les singes, ils peuvent chanter, danser ou marcher en groupe, ce qui crée un sentiment d'harmonie en faisant disparaître les barrières sociales. Donc, participer à une activité commune crée gratuitement des sentiments de confiance réciproque. On dit souvent que l'émergence de l'homme moderne, au Paléolithique supérieur, est une révolution, même s'ils héritent de la même culture ancestrale de l'âge de pierre que tous les autres descendants d'Homo ergaster. Pourtant, les Homo sapiens s'imposent rapidement partout sur la Terre. Malgré une longue coexistence avec les Néandertals, on peut se demander ce qui est arrivé aux autres populations d'hommes anciens. Nos ancêtres étaient-ils imbattables par leurs outils et leurs coutumes? Sans doute que la capacité de faire du feu à volonté les consacre ultimement au sommet de la chaîne alimentaire. Leur pré-langage dépasse-t-il les vocalisations holistiques en complexité? S'ils sont identiques à nous, ils sont capables de langage articulé. Mais si un noyau de quelques milliers d'individus ont remplacé toutes les populations de la Terre en quelques millénaires, qu'ils restent peu nombreux et qu'ils doivent rester en contact avec leurs voisins, sans doute partagent-ils une sorte de langage commun permettant à tous d'être relativement compris quand ils se rencontrent. En quittant l'Afrique ou le Proche-Orient, ces hommes deviennent les premiers placentaires à fouler le sol australien il y a 60 000 ans. Malgré leur dynamisme et leur merveilleuse stratégie pour exploiter ce continent extrêmement difficile, les descendants de ces pionniers australiens resteront à l'état de chasseurs-cueilleurs jusqu'à notre époque moderne.